Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de notre expérience intime. On va parler des émotions. Et pour ça, on s'appuie sur un texte précis. C'est le chapitre 6 de l'essai de Denis Baudouin, Conscience, l'éveil de la matière. Alors, l'objectif qu'on se fixe, c'est vraiment de comprendre ce qui fait la différence entre une émotion profonde, vraiment ressentie, et une simple réaction automatique, quoi. On va regarder comment l'auteur voit leur origine dans le cerveau, découvrir sa proposition de classement, qui est assez originale, et surtout saisir leur rôle. Pour commencer, il nous pose une question un peu fondamentale, non? Qu'est-ce qui sépare la réaction d'un poisson qu'on pique et, disons, la joie évidente de canard qui découvre un lac? C'est un peu le fil rouge du chapitre. Oui, tout à fait. Cette distinction, elle est vraiment au centre de sa réflexion. Ça nous oblige à essayer de définir ce qu'il appelle une vraie émotion. Donc, pas juste un réflexe, mais quelque chose de plus profond. Le texte nous invite à regarder au-delà du comportement visible, à chercher des signes d'une expérience subjective. C'est vraiment ça le cœur du sujet. D'ailleurs, il commence fort avec cet exemple du poisson. Il le décrit un peu comme un automate, non? Qui mangerait sans plaisir apparent, qui ne montrerait pas de vraie souffrance, avec un regard vide. L'auteur doute même que sa peur ou son agressivité soient de vraies émotions, peut-être juste des réflexes hormonaux, sans vécu intérieur. C'est assez direct comme approche. C'est une position qui sert un peu de point de départ, pour contraster. Pour lui, une vraie émotion, ça ne serait pas juste une réaction isolée comme ça. D'abord, ça couvrirait tout un éventail d'émotions, pas juste une ou deux. Ensuite, il y aurait des réactions physiologiques claires qu'on pourrait observer. Et puis, il y a cette idée, peut-être un peu plus spéculative, que si un animal ressent vraiment quelque chose, ça doit se voir, d'une manière ou d'une autre. Ça peut pas rester complètement caché, quoi. Ah, cette idée qu'on pourrait le lire sur l'animal, c'est intéressant ça. Oui, le texte le sous-entend. Pas par télépathie, bien sûr, mais en observant l'ensemble des signaux. La posture, les sons, les mimiques s'il y en a, les changements de comportement. Tout ça, mis ensemble, pourrait indiquer un état interne complexe. Pas juste une réponse programmée. Et là, justement, l'exemple des canards arrive. Eux, ils semblent confirmer cette idée. Le texte décrit leur excitation, leur jeu quand ils trouvent un lac. Ça a l'air d'aller au-delà de la simple satisfaction d'un besoin, non? Exactement. L'auteur y voit vraiment une forme d'amusement, de plaisir pur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des oiseaux. Leur cerveau est structuré différemment du nôtre. Ça suggère que cette couleur émotionnelle de la vie, cette subjectivité, elle pourrait émerger par différentes voies dans l'évolution. Pas une seule recette. Ça nous amène à la question de l'origine dans le cerveau, alors. Si c'est pas juste un réflexe, ça vient d'où? Le texte parle un peu de l'évolution de zones spécialisées qui permettraient de lier les perceptions à un état interne, un genre de soi, pour sortir de la réaction immédiate. Oui, mais attention, il ne faut pas imaginer un centre des émotions unique et bien délimité. Le texte, en fait, met en garde contre cette vision un peu trop simple. La perspective qu'il propose est plus nuancée. Ce n'est pas une fonction isolée qui produirait l'émotion. Ce qui est fascinant et un peu contre-intuitif, c'est qu'il suggère que c'est la subjectivité elle-même des sensations, quand elle atteint un certain niveau d'intégration dans le cerveau, c'est cette subjectivité qui vient imprégner, qui vient colorer de vastes réseaux de neurones. L'émotion serait un état global en fait, pas un produit localisé. Un état global, c'est-à-dire comment ça marche? Il utilise une analogie assez parlante, celle de la couleur sur une pellicule de film. La couleur, elle n'est pas ajoutée à l'image après coup. Elle fait partie de l'image. Elle est inséparable des formes. Eh bien, l'état émotionnel, ce serait pareil, inséparable de l'état des neurones actifs qui traitent l'info, qui forment nos pensées, nos souvenirs à un instant T. L'émotion, c'est cet état neuronal particulier, teinté subjectivement. Ça colore tout. D'accord, je vois. L'émotion comme une teinte, une couleur de l'activité cérébrale. Mais alors, d'où vient cette teinte subjective au départ? Comment ça naît, cette sensibilité? Le texte fait un lien avec la conscience de soi, cette impression d'habiter son corps. Une fois qu'on a ce soi comme référence, les émotions seraient comme des pulsions, des évaluations subjectives pour protéger ce soi, veiller à son bien-être. C'est ça? C'est exactement ça. Et l'autre analogie qu'il utilise, celle du public au match, elle est très éclairante aussi, je trouve. Ah oui, c'est là. Le match pourrait se jouer sans public techniquement. Voilà. Mais la présence du public change toute l'ambiance, la motivation, la perception du jeu. Les émotions, ce serait un peu ça. Pas vital pour la mécanique pure, mais elles donnent la vie, l'intensité, la valeur à ce qu'on vit. Elles dirigent notre attention, elles amplifient certaines choses, en diminuent d'autres, elles nous engagent, quoi.
Et cette sensibilité, elle n'est pas la même pour tout le monde, ni tout le temps. Le texte insiste là-dessus, sur le côté relatif. Oui, c'est crucial. L'émotion, ce n'est pas une réponse automatique à un stimulus brut. C'est toujours le résultat d'une comparaison. Une comparaison entre ce qu'on perçoit et nos attentes, nos besoins, notre vécu. L'émotion, elle est dans notre rapport à la chose, pas dans la chose elle-même. L'exemple du gastronome blasé. Exactement. Le gastronome blasé face à un plat simple qui pourtant ravirait quelqu'un qui a très faim. Le plat est le même, mais l'état interne, les attentes, le contexte subjectif sont radicalement différents, donc la réaction émotionnelle aussi. C'est très personnel, très contextuel, la sensibilité émotionnelle. Bon, face à toute cette richesse, cette subjectivité, comment on y met un peu d'ordre? Le texte propose une sorte de cartographie. Il parle de 13 axes d'émotions primaires, regroupés en 3 grandes catégories fonctionnelles. Et il précise bien qu'il met de côté les états neutres, genre sérénité ou apathie. Pour lui, ça, c'est l'absence d'émotion, pas une émotion en soi. Oui, c'est une tentative de structuration pour mieux comprendre les différentes saveurs émotionnelles et leur rôle. Alors, la première catégorie, ce sont les fonctions qualitatives, celles qui colorent directement notre vécu. Par exemple, l'axe qualité des sensations, qui va du plaisir à l'irritation, ou l'axe amélioration de sa condition, avec la joie d'un côté et la tristesse de l'autre. Plaisir, irritation, joie, tristesse, d'accord. Et la deuxième catégorie? Ce sont les fonctions régulatrices. Celles-là sont plus tournées vers l'action, la gestion de notre équilibre interne et de notre rapport au monde. On y trouve par exemple l'axe satisfaction des besoins entre l'envie et la répugnance, ou l'axe régulation du stress avec la confiance opposée à la peur. Il y a aussi un axe intéressant sur l'attention qui va de l'amusement, cet intérêt un peu joueur, à l'anxiété, la préoccupation face à une menace. Amusement, anxiété. Ça colle bien avec les canards, ça, du côté amusement. Tout à fait. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les fonctions relationnelles, pour naviguer dans le monde social. Là, on a par exemple l'axe ouverture relationnelle, qui oppose la compassion, l'empathie, à la colère, l'hostilité. Ou encore l'axe appartenance sociale, qui va du sentiment d'inclusion, d'être accepté, au sentiment d'exclusion, de rejet. D'accord, c'est assez complet comme tableau. Et donc, le poisson tout à l'heure, son indifférence, ça pourrait être une sorte de faible réaction sur l'axe plaisir-irritation, par exemple? Oui, on pourrait l'interpréter comme ça, dans le cadre de cette classification, une expérience moins colorée subjectivement, moins intense sur ses axes qualitatifs. Le texte va même plus loin, il décrit les émotions comme des commandements intérieurs. J'aime bien cette image. Des messages que notre biologie nous enverrait pour nous guider, pour atteindre des buts pratiques, pour survivre et s'épanouir. Oui, c'est une métaphore forte. Il donne même des exemples concrets, des commandements plutôt défensifs, de prudence, protège ton corps, liés à la peur, la douleur, éloigne-toi des dangers, peur, dégoût, sois vigilant, ça c'est l'anxiété, ou combat les méchants, pour la colère. Des alertes quoi. Exactement, des signaux d'alarme ou de défense. Mais il y a aussi les positifs, qui poussent vers l'ouverture. Détends-toi, quand on est en confiance. Regarde les belles choses, l'intérêt, la joie. Amuse-toi, l'amusement. Explore, la curiosité. Et même, prends soin des autres, pour la compassion. Ça nous pousse à agir, mais différemment. C'est ça. Et derrière ces commandements, il y a ce qu'il appelle la logique du cœur. C'est pas une logique froide, hein. C'est une évaluation constante, implicite. Notre organisme évalue en permanence notre situation par rapport à nos besoins, nos valeurs. Et cette évaluation, elle se traduirait par des questions internes. Des questions internes, genre. Ben oui, le texte en suggère. Pour le qualitatif, est-ce que c'est bon ou mauvais pour moi là, maintenant? Est-ce que ça va mieux ou moins bien? Pour le régulateur, est-ce que j'en ai besoin ou faut l'éviter? Suis-je en sécurité? Et pour le relationnel, allié aux menaces, suis-je accepté ou rejeté? Les émotions seraient les réponses directes, viscérales à ces questions vitales. Ah oui, donc l'émotion, c'est pas juste sentir un truc. C'est une forme d'intelligence qui évalue la situation. C'est exactement ça, c'est le point clé du texte, je pense. L'émotion est vue comme une évaluation hyper rapide et efficace. Elle traduit une analyse complexe de la situation en une réponse simple et qui nous pousse à agir. Approcher, fuir, attaquer, aider. Elle filtre tout, elle oriente notre attention, elle prépare nos décisions. Face à un monde trop complexe, avec trop de choix, l'émotion serait notre guide principal. Le premier et le plus puissant moteur de la décision, comme il l'écrit.
Elle nous pousse vers ce qui semble bon, elle nous éloigne de ce qui semble mauvais, selon cette logique très personnelle. Vu comme ça, c'est vrai que ça change tout. Les émotions ne sont plus des parasites de la raison, mais plutôt un système de navigation essentiel. Elles transforment ce qui pourrait être une existence mécanique, comme peut-être celle du poisson, en une aventure personnelle, chargée de sens, de valeurs, une expérience intime, quoi. Comprendre cette logique du cœur, ça remet pas mal de choses en perspective sur nous-mêmes, non? Absolument. Bon, si on essaye de résumer un peu ce qu'on a tiré de ce chapitre 6 de Baudouin, on a vu cette distinction importante qu'il fait entre l'émotion vécue, subjective, et le simple réflexe. On a vu que pour lui, l'émotion, c'est pas forcément un truc localisé dans une petite boîte du cerveau, mais plutôt un état global, une couleur de l'activité nerveuse. On a découvert sa proposition de classement, 13 axes, 3 grandes fonctions qualitatives, régulatrices, relationnelles, pour essayer d'y voir plus clair. Et surtout, on a compris que les émotions ont une fonction fondamentale. C'est notre boussole interne, cette logique du cœur qui évalue tout le temps, par rapport à nos besoins. Elle nous donne des commandements et guide nos choix, donnant sa saveur unique à notre vie. C'est une excellente synthèse des points forts du texte, oui. Et pour ouvrir un peu la réflexion, en partant de cette vision de l'émotion humaine comme système d'évaluation subjective, très lié à notre corps, à notre histoire biologique et sociale, ça pose une question fascinante pour l'avenir, surtout avec l'intelligence artificielle. Si notre logique du cœur est si dépendante de notre condition d'être vivant incarné, quelle forme pourrait bien prendre la motivation ou la sensibilité d'une IA, même très avancée? Est-ce qu'une IA pourrait développer une sorte de subjectivité comparable, avec ses propres valeurs qui émergeraient de son expérience? Ou est-ce que ces décisions resteront toujours fondamentalement différentes parce que basées sur des objectifs définis de l'extérieur, sans cette expérience intime, cette évaluation interne autocentrée que le texte décrit comme le cœur de l'émotion humaine? C'est une question vertigineuse, hein, sur la nature de la conscience, de l'expérience subjective au-delà de la biologie qu'on connaît. Ça laisse matière à réfléchir, c'est sûr.